La liste des sujets qu'on peut aborder à ses risques et périls lors d'un repas familial ou amical s'allonge. Je ne parle pas des résultats de l'élection européenne, je ne parle pas non plus du départ de Antoine Griezmann de l'Atlético de Madrid. Ou de Ribéry. Ou de Ribéry qui prend sa retraite, tout à fait. En France, ils sont 1500 à être à peu près dans l'état de Vincent Lambert. Et c'est bien de ce drame familial et judiciaire dont on parle pas mal en ce moment, peut-être du fait de ces énièmes rebondissements. Premier tour de table, messieurs. Dans votre cas, dans votre quotidien, est-ce que c'est un sujet que vous choisissez d'aborder dans certains contextes, ou bien vous dites « Oula, sujet radioactif, moi j'évite ». Bernard? Jean-Philippe, ce n'est pas un sujet que je vais choisir d'aborder, mais si le sujet vient sur la table, je me sentirai tout à fait, non pas opérationnel, excusez-le, mais en capacité de pouvoir avoir une discussion, j'espère, équilibrée. Donc l'émission va t'aider à être encore plus opérationnelle et encore plus équilibrée, tu penses? Oui, je ne voulais pas utiliser le terme d'opération médicale. Ouais, d'accord, très bien. Donc Bernard, c'est pas toi qui aborde le sujet, mais quand il aborde, tu y vas, quoi. Oui. Ok, très bien. David? Oui, ça arrive que j'en discute avec des proches, puisqu'on a connu dans un passé très proche une situation pas tout à fait équivalente, mais quand même avec pas mal de similitudes. Et c'est intéressant je trouve que c'est intéressant de se souvenir que là-dedans, il y a quelque chose qui doit se vivre dans une famille, et que c'est quand même terrible de se dire que on rentre là-dedans, quoi, dans ce moment-là, forcé par l'enjeu médiatique et éthique. On pénètre dans ce qui devrait être quand même un moment très doux et très intime d'une famille, et qu'on perturbe. Et je trouve que c'est le fait même d'en discuter, de mettre un enjeu là-dessus, je pense que ça perturbe la sérénité de toute cette famille qui est déjà très très perturbée. Et c'est presque dommage d'avoir besoin de faire ça, mais malheureusement on y est, donc autant en parler et allons jusqu'au bout de cette réflexion. Je dirais dans un instant quel a été l'élément déclencheur du choix de cette émission, en dehors bien sûr de l'actualité. Marc? Alors, je vais faire deux aspects. Sur l'aspect professionnel de la rencontre que je peux avoir avec un certain nombre de mes invités, oui, c'est un sujet bien sûr qu'on aborde. Sur un plan plus familial, plus personnel, c'est aussi un sujet qu'on aborde. Pourquoi? Parce qu'il me semble que derrière ce sujet-là, il y a trois aspects. L'aspect familial. Comment on peut se confronter, s'affronter de cette manière-là. Un aspect juridique. Comment la loi, la justice de notre pays arrive peu à peu ou n'arrive pas à poser des bornes sur une question comme celle-là. Et puis l'aspect, j'allais dire, médical, jusqu'où on doit aller en conscience. Voilà. Et donc je crois qu'il y a de la matière à discussion, à dialogue, j'espère serein dans les familles. Ok, pour ma part, je l'ai encore abordé il y a quelques jours en famille, avec nos deux gars. Et c'est intéressant, je trouve. Je me suis rendu compte que j'y connaissais pas grand-chose, au-delà du bruit médiatique. Donc, du coup, c'était vraiment un élément déclencheur. Je dis, ça serait quand même bien que Philippe t'ait ton opinion et surtout qu'elle soit éclairée. Ça tombe bien, on est au bon endroit. Et puis, ça me permet aussi de constater, des fils de 20 ans, 21 ou 18 ans et demi, comment ils réagissent, quelle est leur première réaction avant même d'entendre des arguments éventuels de leur père, quoi. J'ai juste oublié, en fait, il y a un quatrième aspect qui me paraît clé, qui est vraiment dans mon domaine professionnel, de journaliste au service de la communication de l'Église, c'est la question de la foi et de la manière dont les choses sont posées là, au cœur de la famille, mais aussi il y a un combat qui a été pris par des catholiques, intégristes, on pourra en discuter, pour faire valoir leur opinion en tant que telle. Moi, ça m'interroge. Parce que tu utilises d'emblée le terme intégriste qui est cité 4 ou 5 fois dans l'article de Libération consacré au sujet. Ça me paraît, pour moi, clair, vu l'itinéraire de la maman de Vincent Lambert, vu l'itinéraire de son papa, et vu ceux qui sont derrière, et vu, je pense qu'on en reparlera, parce que j'ai trouvé ça tellement scandaleux, révoltant, l'attitude des avocats et des amis de la famille Lambert après la décision finale de justice.
Ok, bon. La dernière en date. La dernière en date. Il y en aura d'autres. Il y en aura sans doute d'autres, certainement. Voilà. Bon, je vois que du coup, il y a vraiment de la matière. Vous avez constaté peut-être que le lancement était un peu plus grave et solennel que d'habitude, quand même, voilà. Moi, si je peux juste, non pas éclairer... De toute façon, tu avais dit que tu étais inspiré hors antenne tout à l'heure, donc... Oh là là. La prochaine fois, nous a-t-il dit où il veut. Juste dire qu'il y a... Alors, c'est pas un sujet que j'aborde comme ça, mais il y a des réalités en connexion avec la vie, l'état de santé et tout ça, dont on a régulièrement parlé avec mes enfants, qui sont plus à la maison aujourd'hui. Mais si demain, par exemple, il m'arrivait quelque chose, ils savent où je me situe sur ces questions-là. Tu veux dire que tu as rédigé des directives anticipées ? Pas encore. Pas encore, mais c'est... Mais sur le don d'organes, par exemple, ce genre de choses, c'est clair. Mais c'est intéressant ce que dit Bernard, parce que... je veux dire. Il émet un avis oral à sa famille, à ses enfants, et il n'y a rien d'écrit. Et c'est le cœur de l'affaire Vincent Lambert, entre autres. Voilà. C'est qu'est-ce qui est dit oralement et quel respect on en a, et qu'est-ce qui est formalisé. Or, aujourd'hui, visiblement, il y a nécessité de formaliser pour faire valoir. Ces fameuses directives anticipées. Yes. Donc, c'est une des questions qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, je rappelle que l'objectif de l'émission Éclairage, c'est d'être éclairé, en tout cas plus éclairé après qu'avant. Et pour ça, du coup, notre objectif, c'est pas forcément d'encourager toute notre audience à aborder d'elle-même ce sujet. Mais si jamais c'est le cas, pitié, faisons-le, et je m'inclus là-dedans, de manière éclairée, quelles que soient après les opinions qu'on puisse défendre. Donc, du coup, reposons quelques faits. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris... parce que je rappelle que pour la première cible, c'est moi, lors de ces émissions. En tout cas, je m'intègre vraiment dans l'audience. Quelques faits, contexte, l'historique. Je trouvais intéressant de se replonger dans l'historique. Et bien sûr, les différents acteurs. Donc, c'est dans un instant, c'est tout de suite par ça qu'on va commencer. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. On peut clairement parler du cas Lambert, et maintenant c'est une affaire du fait depuis plusieurs années de cet imbroglio, notamment entre autres judiciaire et familial. C'est le sujet du jour. On a convenu de commencer, un peu comme d'habitude d'ailleurs, par poser des faits, rappeler le contexte, les historiques, les acteurs, pourquoi on en parle aujourd'hui, et ensuite on verra les enjeux. Et en dernière partie, pourquoi pas, je m'étais noté en troisième point, des enjeux aussi peut-être de vision de la vie et de dans quel sens va le monde sur le rapport à la vie, le rapport à la mort et le rapport à la dépendance. Voilà, mais ça on garde un peu plus tard. Voilà. Déjà qu'on donné le menu, ça va être dur. T'aimerais aller tout de suite au plat numéro 3. Bon, alors faisons vite alors. Non. Notre audience a besoin peut-être d'être éclairée sur les faits, le contexte et l'historique acteur. Allez, c'est parti. Oula. Alors, rappelle-nous les choses numéro 1 que tu veux qu'on aborde. Un drame de la route il y a 11 ans. Qui plonge un tout jeune papa avec un enfant de 32 ans. Voilà, il avait un petit enfant de 2 mois, et donc qui est plongé dans un coma très grave, et au réveil, en fait, il se réveille à un moment donné, mais il est extrêmement touché, un choc cérébral très fort qui fait qu'il n'a quasiment plus d'interaction avec l'extérieur. Il est conscient, il a quelques interactions, mais c'est ce qu'on appelle un niveau de conscience très faible, très appauvri, qu'on appelle donc post-relationnel. C'est au-dessus de l'état végétatif. Et toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il est en état végétatif un petit peu plus. Là, on est dans une ligne de flou. C'est un des éclairages, effectivement, sur les différents états de conscience. Il y a le coma. Là, c'est les yeux fermés, aucune interaction. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais en tout cas, pour l'environnement, on dirait qu'il ne se passe rien. Il y a l'état végétatif où les yeux peuvent être ouverts de temps en temps et il y a quelques réflexes, d'après mes lectures. Et il y a l'état de conscience minimale, aussi appelé post-relationnel. Donc, notre audience qui a peut-être dû entendre ou lire ce terme, on y est, où là, il peut y avoir quelques réactions comportementales, et c'est ce qui semble se passer pour Vincent Lambert. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'état végétatif, c'est surtout caractérisé par le fait que le corps fonctionne.
C'est-à-dire que les fonctions même respiratoires, urinaires, rénales et tout ça fonctionne. Tout fonctionne. C'est simplement la partie vraiment consciente qui est extrêmement dégradée. Donc dans son cas, le fait que son handicap fait qu'il n'arrive pas à déglutir correctement. Donc il y a des risques de fausse route qui risquent de l'étouffer. Et donc il y a eu une décision de le nourrir par sonde gastrique directement. Et donc c'est le traitement. Voilà, quand on parle de traitement, en fait, on l'alimente et on l'hydrate. Alors, c'est pas le seul traitement. C'est pas le seul traitement. C'est pas un traitement, d'ailleurs, c'est un soin. C'est un soin, puisque c'est comme un handicapé, en fait, qui doit faire une dialyse ou quelque chose. Donc, lui doit être nourri par sonde. Et les autres soins qui sont très importants, c'est que comme c'est une personne qui est tout le temps alitée, il faut la bouger, la soigner pour qu'elle n'ait pas d'escarres et tout ça. Donc, ça demande des soins journaliers constants pour que cette personne qui est complètement handicapée, enfin, très très lourdement handicapé, puisse ne pas avoir une dégradation de son état. Alors sur ce que pose David, Marc, toujours dans les faits et contexte. Et c'est là où la frontière est très difficile, même pour le corps médical, c'est qu'effectivement Vincent Lambert est en vie. Ses bases minimales de vie fonctionnent, et comme le dit David, fonctionnent bien. Globalement. C'est un jeune homme. Par contre, il a 42 ans maintenant. Il n'est pas malade. Il a la nécessité pour maintenir sa vie de soins appropriés. Ça, c'est une vraie question. Alors, il n'est pas le seul dans sur ce la cas-là. question des faits, aussi, là, on va voir un petit peu la situation familiale. Vincent Lambert a un passé familial compliqué. C'est une famille compliquée. J'allais dire qui se déchire aujourd'hui, mais d'une certaine manière, qui se déchirait avant. Apparemment, avec une maman qui s'est remariée, toute une ribambelle, entre guillemets, excusez-moi du terme, parce qu'il y a 8 personnes concernées, de demi-frères ou de frères directs de Vincent, demi-frères ou demi-sœurs, de frères directs de Vincent Lambert. Et alors, on va parvenir, il semblerait, dans ce qui est mis en avant, en particulier par la femme de Vincent Lambert et par son neveu et Rachel, par certains frères et sœurs, c'est de dire que la situation au cœur de la famille était compliquée, que Vincent Lambert a tout fait pour se sortir de quelque chose dans laquelle il n'était pas à l'aise. Et il trouvait son équilibre avec sa femme, Rachel, et avec leur tout nouvel enfant. Voilà. Et puis, dans ce contexte-là familial, eh bien, il y a la réalité d'une épouse qui est tutrice aussi depuis de 2016, Vincent Lambert, la tutelle et qui considère que à travers les dialogues qu'elle avait avec son mari, Vincent Lambert avait bien précisé que s'il se retrouvait dans une situation aussi difficile que celle-là, à la frange de la vie et de la mort, il ne souhaitait pas que sa vie perdure de cette manière-là. Et puis de l'autre côté, une maman en particulier, qui, elle, considère que au nom de sa foi, tant qu'il y a de la vie, on ne peut pas amener à la rompre. Ok, toujours dans le contexte, on est aussi dans un cadre juridique, puisqu'il y a eu la loi Leonetti, entre guillemets, 1, et je crois que là, il y a la loi Leonetti 2, autrement appelée, vous me corrigez, Claes-Leonetti. Oui, puisque c'est le deuxième député qui est... Voilà, tout à fait. Donc, et c'est dans cette loi qu'il y a la mention de ce qu'on appelle les directives anticipées. Et l'obstination déraisonnable. Voilà, Je crois que ça a remplacé le terme d'acharnement thérapeutique, qui est un terme qui était peut-être assez courant, comme moi je l'utilisais, même des fois de manière un peu imagée. Là, malheureusement, évidemment, c'est pas imagé. Et je crois maintenant que ça s'appelle obstination déraisonnable, d'après nos lectures. Mais on est là, comme le disait David, y compris sur ces questions médicales. Oui. On est là sur des frontières qui ne sont pas nettes. Qu'est-ce qu'une obstination déraisonnable? Alors, je crois qu'il y a 3 termes, d'après apparemment. Les soins, il faut qu'à un moment donné, ils soient inutiles, disproportionnés, et avec un seul effet, qui est le maintien artificiel de la vie. Oui. Quelqu'un qui ne s'alimente pas, je pense que fait-il? Parce que c'est pas ça, c'est pas le fait qu'il soit alimenté ou pas alimenté, c'est une personne en état de dépendance. Dans un EHPAD, si on met de la nourriture dans un frigo, les personnes mourront de faim quand même parce qu'elles ne seront pas capables de se faire la cuisine. Donc de toute façon, elles sont en dépendance. Et je veux dire, qui n'est pas en dépendance de toute une société organisée pour arriver à survivre mais c'est pas ça, c'est que ce sont des personnes. C'est pas l'état actuel. L'état actuel, il est stabilisé. Il est extrêmement pauvre en relation, donc on peut se poser le sens de le continuer. Et je pense que là, on est vraiment dans cette limite entre l'arrêt de soins intensifs
qui sont de la fin de vie, qui sont liées à la fin de vie, et le fait d'avoir le droit de terminer sa vie, donc le droit à l'euthanasie pour une personne qui avait dit à l'avance « je ne veux pas être dans cet état, si ça m'arrive », et qu'il l'est, et qu'on ne veut pas. Et parce que la loi ne l'autorise pas vraiment, en fait. Et là, on est tout en France. Oui, et on est dans un flou qui est très difficile. Et ce que je veux dire, c'est que, qui est très important, c'est que ces décisions-là appartiennent au corps médical, mais que dans la loi, c'est déjà dit que ça se fait en concertation avec la famille. Oui. On ne prend pas, les médecins, il y en a peut-être, mais la plupart des médecins, j'en ai connu de près, ce sont pas des gens qui sont là en disant on va libérer un lit et tout ça. Ce sont des personnes qui ne veulent pas faire ces choses-là sans la famille, mais qui savent que c'est à eux de le décider quand même. Et la famille et c'est pour ça que c'est terriblement horrible de voir une famille se déchirer, parce que s'il y a une chose qui doit avoir un sens, c'est la façon dont on a fait cet accompagnement. Si on le fait dans le conflit, dans le truc, mais alors ça n'a vraiment plus aucun sens. La situation posée, que vient de dire David, posée aussi par cette affaire-là, c'est de dire il y a une position émise, et dont l'épouse est la porte-parole, c'est « s'il m'arrive cela, je ne veux pas ». La question qui est posée, entre autres par la maman, et qui est intéressante et qui est excessivement compliquée, c'est de dire « mais dans la réalité de ce qu'est Vincent Lambert aujourd'hui, qu'est-ce qu'il serait amené à dire? Est-ce qu'il a envie de continuer à vivre avec ce qu'il peut? Personne ne le sait, puisqu'il n'y a pas de formulation de la conscience, de ce qui est dit. Est-ce que, effectivement, je voudrais que l'on arrête de m'hydrater pour que peu à peu, la mort arrive, ou est-ce que j'ai encore envie parce que, finalement, il y a un certain type de relation de vie qui s'établit. Et bien là, c'est le mystère personnel. Et c'est ça qui est excessivement compliqué, finalement, pour tout le monde, pour la famille, pour le corps médical, pour le corps juridique. Comment faire? On n'est pas à la place de l'autre. Et c'est des situations que l'on rencontre très souvent. J'ai travaillé dans ce secteur-là pendant un temps, auprès David en parlait, auprès des personnes âgées qui souvent n'expriment plus grand-chose. Et qu'est-ce qu'il y a? Quand on n'exprime pas, qu'est-ce qu'il y a au fond de la tête? Et comment peut-on mesurer la décision qui est à prendre? Ça, c'est vraiment quelque chose de difficile. En plus, on peut aujourd'hui, en pleine capacité de ses moyens, réfléchir de façon un peu abstraite sur qu'est-ce qu'on voudrait pour nous à la fin ou pas. Alors déjà, c'est très abstrait parce qu'on a du mal à s'imaginer ça, et on a du mal à s'imaginer qu'on puisse encore avoir une vie en étant très diminué, même sans être dans l'état de Vincent Lambert, mais on peut être dans un état handicapé et tout ça. On dirait, je voudrais pas, si j'étais tétraplégique. Bon, voilà, il y a des tétraplégiques. A priori, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui diraient que j'aurais envie de vivre tétraplégique, si. Non, mais c'est pas de vivre tétraplégique. C'est si j'étais tétraplégique, est-ce que je voudrais continuer à vivre? A priori, tout le monde dirait non. C'est un des arguments de la famille. Voilà, attendez, personne ne dit laissez-moi vivre dans un état lamentable. Oui, mais effectivement. Et donc, d'ailleurs, quand on entend il y avait des micro-trottoirs et tout ça, on voyait des gens qui étaient contre le fait qu'on mette fin à la vie de Vincent Lambert, en disant non, il faut respecter la vie, et on leur demandait et pour vous, qu'est-ce que vous voudriez? Ah non, moi je veux pas rester comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contradiction, parce que là on est face au mur ultime, à la souffrance, à l'image que l'on donne à ses enfants de soi, qui est une question très importante quand on est dans un état-là, et en même temps il y a cet élan de vie, cet élan vital qui fait que quand on est dans une situation comme ça, si on n'a plus les moyens de le dire, mais même quand on a les moyens de le dire, ça j'ai connu ça aussi, même quand on a les moyens de le dire, il y a quelque chose en nous qui ne le dit pas. Ça demande, je pense, un recul sur soi-même, une distance par rapport à la vie et à la mort qu'il est difficile d'avoir dans ces moments-là. Et dans ces moments-là, il y a un instinct de vie qui dit « je me bats, je me bats, je me bats, je me bats, je me bats ». Et c'est difficile d'aller contre cet instinct de vie, sachant que la personne précédemment, dans un état de bonne santé, a dit « non, moi je ne veux pas être dans cet état ». C'est pas forcément la même personne, et en même temps, c'est la même personne. Bernard? Oui, mais alors, j'évoquais tout à l'heure le don d'organes, c'est pareil. Oui, tu nous as pas dit quel organe, mais... Ah, mais moi, j'allais dire, je fais... Ok, non, pardon. Vas-y. Moi, si je venais à avoir un accident qui fait que ma vie s'arrête, la médecine prélève ce qu'elle veut. Mais c'est une autre question. C'est une question à lier, mais c'est pas... Mais ça, c'est quelque chose que j'ai formulé, alors qu'aujourd'hui, je suis en bonne santé. Oui. Je veux dire, ma famille l'a entendu aussi. Oui. La loi française précise qu'on est tous donneurs, à la base. Par défaut. Par défaut. Donc, ça veut dire que qu'on le souhaite, qu'on l'ait exprimé ou pas, on l'est. Alors après, il y a ce que tu évoquais comme
à travers notre échange sur l'affaire de Vincent Lambert, il y a le fait que les équipes médicales, bien qu'on puisse être donneur, vérifie, contrôle, se rapproche de la famille pour... Et là, la grosse difficulté en plus qu'on a dans cette situation aujourd'hui, c'est que c'est une famille qui se déchire et je crois sur cette réponse. L'origine, ça date de 2013, c'est quand effectivement il y a eu un petit défaut, petit ou grand défaut de concertation, et c'est la famille, entre guillemets, s'est saisie du coup, l'aspect juridique ou judiciaire date de 2013. Hein, parce qu'effectivement, il y a eu une décision qui a été prise, et la famille n'a pas été invitée à cette décision-là, et ce qui est un peu en contradiction avec la loi. Tout à fait. Et ils reconnaissent d'ailleurs qu'ils ont fait une erreur à ce moment-là, et depuis, c'est la jeunesse. Mais on peut s'imaginer un peu le niveau de tension qu'il devait y avoir avant pour qu'il soit arrivé à cet oubli. J'imagine. Juste par rapport à ce qu'évoquait David, moi ça m'interroge toujours énormément. Et alors là, ça dépasse bien évidemment les cas exceptionnels de Vincent Lambert. Je fais juste une aparté. Je pense souvent à Jean-Pierre Adams. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Un footballeur, la perle noire de la défense française. Jean-Pierre Adams, Marius Trésor. Marius Trésor. Oui. Mais Jean-Pierre Adams était à ses côtés, hein, c'était la paire, la charnière centrale. Et Jean-Pierre Adams, depuis 40 ans, est dans le coma. Depuis 40 ans, il a eu un grave accident de voiture et depuis 40 ans, il est dans une situation comme Vincent Lambert. Et aujourd'hui, il est encore en vie, avec ses soins. Voilà, c'était juste une aparté, mais c'est toujours quelque chose qui me frappe beaucoup. Et c'est assez incroyable. Ce que je voulais dire, c'est la transformation quand il y a quelque chose qui est inattendu et qui provoque un changement de vie fondamental dans la vie de ceux qui nous sont chers et de ceux que l'on aime. Derrière, c'est comment une épouse, un enfant, un entourage qui aime, va radicalement modifier sa vie au regard de ce que vit celui qui est aimé. Et ça me frappe toujours. C'est de dire, c'est souvent par exemple quand naît un enfant handicapé, voire gravement handicapé, comment ça provoque une détresse chez les parents et en même temps une force de vie. C'est notre enfant et on continue. Et ça transforme complètement la vie. Juste un exemple, dans ce magnifique film qui vient de sortir, Lourdes, que je conseille de voir, il y a une maman qui raconte son histoire, l'histoire de son garçon qui, sur le manque d'attention de ses parents, sort de la maison et est renversé. Et se retrouve aujourd'hui, et ce depuis plus de 30 ans maintenant, se retrouve dans un état de très fort handicap et de totale dépendance. Et cette maman dit, voilà, il y a eu l'avant et l'après. Et aujourd'hui, et pour moi, ça a été un changement radical dans ma vie. Eh bien, c'est l'amour de mon fils qui a fait ce que je vis depuis maintenant 30 ans. Toute ma vie lui est consacrée parce que au quotidien et quasiment minute par minute, il a besoin de moi. Ça m'interroge beaucoup. Et quand on est dans une situation comme Vincent Lambert, où il n'y a pas véritablement de relation avec l'extérieur, comment une épouse, comment un enfant, comment un frère, comment des parents vivent cette situation-là et vivent la réalité de leur vie? Est-ce que la vie s'arrête? Est-ce qu'elle est figée sur l'avant? Ou est-ce qu'elle peut continuer à vivre avec tout ce que cela appelle? Voilà, que d'interrogations sur nos propres existences. Mais c'est là que ça se joue aussi. Et vraiment, avec Vincent Lambert, je pense qu'effectivement, on est dans cette limite-là, mais dans une limite, je pense, qui est quand même dans le sens où on peut quand même beaucoup s'interroger sur vraiment son fonctionnement mental aujourd'hui, son niveau de conscience et ce qu'il peut encore avoir comme interaction avec le monde. Et c'est là de savoir si c'est d'un état végétatif ou pas, quoi. Mais en fait, il faut quand même se dire, quand on est avec une personne comme ça, est-ce qu'on a besoin d'être en relation avec pour que ça ait un sens? Et moi, je me pose beaucoup cette question. Pendant des années, je me suis posé cette question pour un cas bien précis. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Je pense que je ne sais pas encore. Enfin, moi, c'est très difficile de se dire qu'est-ce qu'on donne comme sens. Alors, il y a quelque chose. Après, on sait très bien que ce sont des moyens techniques démesurés qui sont, enfin démesurés. Ces mauvais mots qui sont très très importants pour maintenir une personne dans un état relationnel très 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 faible ou peut-être même nul. Et on le maintient quand même. On le maintient. Je sais pas.
même vraiment sans avoir de réponse, mais on le fait quand même, parce qu'on sent, à un moment donné, je pense que c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a un moment donné, on sent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ça se fait normalement dans l'intimité d'une famille, d'une façon très subtile, et il y a un changement d'état de santé de la personne, et puis voilà, une nouvelle décision est à prendre, on le discute avec les médecins, on la refuse d'abord premièrement, après on la rediscute, et puis voilà, et puis il y a des choses qui se jouent, et à un moment donné, cette décision doit apparaître, la bonne décision, qui est que oui, à un moment donné, ça s'arrête, parce que c'est le moment où c'est naturel que ça s'arrête. Et là, il faut pas qu'il y ait de perturbations extérieures. Et cette je dis cette pauvre maman, même si il y a des choses qui sont assez énervantes dans son comportement, mais quand même, quand je la vois parler en 95, là, elle avait enregistré une vidéo et puis elle parlait comme ça. Alors, c'est terrible. En plus, il y a un gars derrière qui filme son fils et tout ça. Mais je voyais une maman qui revenait, qui voyait un bébé, son bébé, et qui essayait de revenir dans un passé en lui parlant, mon bébé, je vais te rassurer, tout ça. Voilà, je veux dire, d'une certaine façon, elle parlait presque à un fantôme, à un souvenir, plus à la personne qui était en face, parce que la personne qui était en face, je ne sais pas si elle la voyait encore. C'est-à-dire, c'est tellement fantomatique ce qui reste de cette personne-là. À un moment donné, il faut arriver à lui dire au revoir à cette personne-là. Même si, et se dire, est-ce qu'on va arriver juste à la garder dans son souvenir, ou est-ce que le fait qu'elle soit encore présente physiquement dans son corps, c'est lui donner plus d'existence? Et puis, une fois que la personne est morte, combien de temps elle existe encore dans notre souvenir? Comment ça se dissout, tout ça? C'est terrible. Mais tout ça, ça fait sens si on lui donne un peu quelque chose de... Enfin... Le pilote de Formule 1 automobile, Michael Schumacher, il est à peu près dans la même situation. Non, bien pire. Même bien pire en plus. Enfin, oui, parce que, en tout cas, lui, il a besoin d'une assistance respiratoire très faible. Il est certainement dans un... Je ne sais pas exactement quel est son encéphalogramme, parce que c'est ça qu'il y a, c'est que Vincent Lambert, il n'a pas un encéphalogramme nul, plat. Voilà, donc il n'est pas en état de mort cérébrale. Je pense que Schumacher est beaucoup plus proche de la mort cérébrale. C'est une demande des parents, de transférer Vincent Lambert du CHU de Reims, dans lequel il est depuis 2011, vers une unité spécialisée. Je crois que Michael Schumacher... De soins palliatifs. Non, il est dans ce qui n'est pas normal. Pour Vincent Lambert, le soin palliatif, parce que c'est la réalité de ce que prévoit la loi, dont on parlait tout à l'heure, Claes Leonetti, c'est-à-dire quand on est en situation de fin de vie, mais on ne sait jamais comment la fin de vie se termine, c'est de dire c'est cette attention avec des professionnels spécialisés dans ce domaine-là qui vont accompagner au quotidien des gens qui sont toujours en vie, et dont effectivement, a priori, plus que pour d'autres, la fin on est bien sûr qu'il est en soins palliatifs. Pardon ? Et on est bien sûr qu'il est en soins palliatifs. Non, pour l'instant, il n'est pas en soins palliatifs. Il n'est pas dans l'unité de soins palliatifs. Non, pour l'instant, il est au cœur de l'unité du centre hospitalier. Voilà, et justement, la transformation, la volonté de la famille, c'est qu'il aille en soins palliatifs en disant que sa place n'est pas être à l'hôpital, entre guillemets, mais dans une antenne, enfin dans une section spécialisée de soins palliatifs. Bernard, juste ce que vient de dire Marc me fait revenir quelques années en arrière, au moment où mon père s'est retrouvé dans une situation où sa santé physique, et je vais me limiter à celle-ci, devenait plus que défaillante. Il a fallu qu'il soit placé dans un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. L'échange qu'on a eu avec les équipes médicales était clair. Vu le processus de dégradation qui était en train de s'inscrire dans la vie physique de notre père, on était 4, on est toujours 4 garçons, et on a clairement indiqué au personnel médical, quand ils nous ont posé la question, jusqu'où allons-nous dans l'accompagnement de la fin de vie de votre père, parce que c'était évident, sauf intervention particulière, mais pourquoi plus pour lui que pour une autre personne, voilà. Pourquoi c'est non. On n'ira pas au-delà des soins normaux. Et pour eux, donc la frontière entre les soins normaux et quand est-ce qu'ils deviendraient d'obstination raisonnable était claire alors? Mon père n'a pas eu d'intubation, n'a pas eu d'accompagnement mécanique de ses fonctions. Et puis, il est parti. Il est mort. Par exemple, disons les choses, il n'est pas parti, il est mort.
Par exemple, dans le cas de Vincent Lambert, cette personne-là donc a des problèmes de déglutition, donc elle fait de temps en temps des fausses routes qui peuvent aboutir à des troubles respiratoires, des infections et tout ça. Elle est alitée, donc elle peut aussi faire des embolies, des escarres et tout ça. Donc il peut y avoir une dégradation comme ça. Et il y a le fait qu'elle est nourrie par voie entérale, là, par l'estomac directement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est mal supporté au bout de plusieurs années. Et donc forcément, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se dégrader là-dessus. Et il faut savoir, donc à ce moment-là, on va devoir sortir une technique d'assistance beaucoup plus lourde. Et c'est là qu'on se pose la question en disant, de toute façon, si on sort une artillerie plus lourde, l'état ne va pas s'améliorer, il va continuer à se dégrader. On va juste décaler. Et c'est là que généralement les médecins nous disent, bon, voilà, ça, nous, on pense que ça ne vaut pas le coup de le faire parce que ça va lui créer encore un inconfort plus fort, peut-être de la souffrance. Et d'ailleurs, c'est encore terrible parce que pour une personne comme Vincent Lambert, il ne peut même pas exprimer s'il souffre. On ne le sait pas. Sa maman ne veut pas l'envisager, ne veut pas entendre ça, que son fils peut-être souffrir en ce moment sans qu'elle puisse le savoir. Et donc, il y a un moment donné, les médecins l'expliquent en disant, voilà, ça, non, on pense que ça ne vaut pas le coup. Mais même quand ils le disent, si vous insistez, vous dites non, je ne veux pas, ils vont pas le faire tout de suite, ils vont attendre un peu qu'on soit prêt. Voilà, ça se passe comme ça. Alors, juste après la pause, les enjeux, effectivement, parce que pour moi, on est sur la fin de vie, le vivant, le droit de vivre, le droit de mourir dans la dignité. On est vraiment sur ces lignes de clivage. Quelques peut-être recommandations et réactions pour ceux d'entre nous qui ont une opinion sur le sujet, quelle qu'elle soit, et pour qu'on l'exprime de manière respectueuse. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette émission Éclairage consacrée donc à Vincent Lambert et les enjeux et les questions que ce drame familial et judiciaire pose et nous pose, et de toute façon on ne peut pas y échapper. Même si effectivement, du coup, c'est quelque chose qui devrait être idéalement vécu dans l'intimité. On a vu ça en première partie. Mais de fait, toute notre audience et nous-mêmes, nous suivons les rebondissements. En première partie d'émission, on a posé les faits, le contexte, l'historique, les acteurs aussi. Et pour cette dernière partie d'émission, quels sont les enjeux ? Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu tellement fort que chacun peut être amené dans ses opinions, et bien sûr les acteurs de ce drame, à les défendre même de manière des fois un peu waouh, violente. Un peu violente, voilà. Donc du coup, est-ce que vous partagez mon opinion comme quoi il y a une grande ligne de clivage sur le droit à la vie du genre la vie c'est sacré, quelle que soit sa qualité à ce moment-là, j'y viendrai parce que ça m'a fait peur quand même, une forme de vie acceptable, j'ai entendu sur une prise de position, ça fait très peur. Et de l'autre côté, c'est le droit à mourir dans la dignité, soit du fait que moi-même j'ai exprimé plus ou moins de manière formulée mes directives, ou bien que l'entourage et les médecins disent qu'à un moment donné, voilà, au bout du bout, on n'y arrive plus, quoi. Vous partagez, c'est comme quoi il y a une grosse ligne de clivage, droit à la vie, droit à mourir dans la dignité. Marc ? Je crois qu'à travers tout ce que l'on a dit jusqu'à maintenant, on voit bien que cette ligne de clivage qui existe, bien évidemment, elle est en même temps excessivement compliquée à résoudre en tant que telle. Parce que, et les médecins nous le disent souvent de manière très très forte, c'est dire où commence, j'allais dire, et où s'arrête la vie. Où commence la vie, c'est aussi une des réalités. Non, c'est aussi une des réalités avec la question de l'avortement, etc. À partir de quand on estime que... Donc, quand est-ce qu'il y a vie ? Est-ce que c'est au bout de 6 semaines, etc. Donc, et où elle s'arrête ? C'est quoi la vie derrière ? Alors, je crois que derrière, quelque chose qui, pour moi, me paraît fondamental, c'est de dire... Et je crois que la loi, Leonetti le dit assez bien, quand il y a acharnement, c'est-à-dire coûte que coûte à faire que la vie perdure alors que, objectivement, il n'y a aucune raison et aucune possibilité qu'elle perdure, ça me pose question. Mais en même temps, si on allait trop vite, la vie, c'est aussi la réalité de nos faiblesses, et parfois de nos faiblesses extrêmes. Et que la faiblesse, tu disais, intimité de la famille par rapport à une question comme celle que pose Vincent Lambert. Mais l'intimité, elle est vite complètement balayée, parce que justement, face à la faiblesse, il y a besoin de plein de gens
autour pour que la vie continue. La vie continue pour l'individu, la vie continue pour les autres. Le corps médical, les amis, les aspects sociaux, etc. Donc voilà, je me dis, oui, il faut respecter la vie dans sa faiblesse. Et la faiblesse, elle nous invite à dire, j'ai besoin de l'autre pour continuer à vivre. Ça aussi, c'est une geste de gratuité, d'attention fondamentale sur lequel repose aussi l'amour. Voilà. Difficile de répondre pour moi à cette question, si ce n'est peut-être, si j'en ai la possibilité dans ma réalité, mais derrière, c'est de se dire, si j'étais dans un état lamentable, est-ce que je demanderais à ce que ça s'arrête ? Et se demander à ce que ça s'arrête, est-ce que c'est une forme de suicide, qu'est l'euthanasie, ou autre chose ? Je ne suis, je l'avoue, pas clair par rapport aux réponses, parce que j'ai le sentiment que ce que je crois aujourd'hui pourrait totalement être différent au moment où je serais amené à pouvoir le vivre. Ok. Et Bernard, je vais dire, c'est effectivement les réalités intellectuelles, j'ai envie de dire. Tant que ça ne nous touche pas. Ça arrive aux autres. Et puis, on jette des prises de position face à des grandes questions. Non, moi, de toute façon, j'ai connu quelqu'un, j'ai aussi connu quelqu'un qui annonçait que, de toute façon, au regard de ses convictions personnelles, religieuses, il était chrétien, il était hors de question que sa fille puisse subir un avortement. Cette personne s'est retrouvée dans une situation, après des violences dont sa fille avait été victime, face à cette question réelle. Et là, mais lui, il a dit, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais. Donc c'est la difficulté de l'incarnation de la souffrance dans notre vie à nous. Il faut savoir que Bernard connaît toujours quelqu'un. Bon, ça, mais il n'y a pas de parenthèse. Mais il n'y a pas que moi. Regarde, David aussi. Oui, non, mais alors, je pense que ça peut être un premier réflexe pour notre audience, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi cette humilité vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce qu'on ne connaît pas pour l'instant parce qu'on ne l'a pas vécu, quitte après, est-ce que j'ai le droit de défendre peut-être une opinion, mais peut-être ça va me rendre un petit peu humble dans la manière dont je peux peut-être risquer de me lancer dans des invectives. Ouais, mais vous ceci et vous cela, parce que c'est un peu ce qui se passe quand même. C'est pour ça qu'on a entamé en disant que c'était un sujet potentiellement sensible et qu'on abordait à ses risques et périls lors d'un repas familial ou amical, quoi. Bernard ? Juste, dans cette réalité-là, moi je mets aussi la dimension de la projection de notre spiritualité dans la vie des autres. On a des convictions et on les projette systématiquement parce que la personne fait partie de la famille, par exemple, sur... voilà. Oui, parce que là, le côté catholique ultra-intégriste est vachement mis en avant dans la presse, notamment la presse un peu de gauche. Donc c'est vachement mis en avant. Pas que de gauche. Je vais laisser David. Libération, je suis désolé. C'est comme leur reportage sur les évangéliques. On sent bien le parti pris, excusez-moi. Il y a le mot intégriste 5 fois dans l'édito de Laurent Geoffrin. Il y a des comportements David, mais je voudrais revenir sur cette question-là. Ça s'anime un peu. J'ai vraiment envie de revenir sur cette question-là, mais David. Oui, je te remercie. Oui, alors sur la question de la vie, je suis un peu ennuyé que l'on brandisse ce terme-là avec un V majuscule en disant voilà le début, la fin de la vie et tout ça. Je ne sais pas, moi je trouve que la vie n'a pas de début et de fin. On pourrait dire, moi je suis prêt à considérer que la vie d'une personne commence dans la jonction d'un ovule et d'un spermatozoïde, peut-être même avant en fait, parce que je veux dire, on est le maillon d'une grande chaîne de vie. La vie, c'est la vie qui donne la vie. Et tout ça se suit. C'est-à-dire que... bien, David. Mais oui, très bien. Très bien. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est pas la question de la vie. Je suis un peu perdu, là. Effectivement, Vincent Lambert... C'est pas la date de naissance. Vincent Lambert est un organisme vivant encore, qui respire, qui souffle, ses cellules fonctionnent, se reproduisent et tout ça. C'est encore un être vivant, il est encore en vie. Marc l'a rappelé tout à l'heure. Donc, c'est pas la question de la vie, c'est la question de la personne. C'est-à-dire comment cette personne, dans son unité, dans son identité, perdure, existe, interagit, est encore au monde. Et on sait très bien qu'il y a plusieurs façons d'être vivant et d'être mort en étant vivant. Vous voyez ? C'est-à-dire que...
Voilà, maintenant ça sort, c'est bien, ça nous manquait. Et tu sais qu'on t'attend en tournant au moins une fois par émission, il faut que tu nous sortes un truc, David. Et donc, je sais pas, enfin, il faut pas décaler le problème. Le problème, c'est pas de savoir si cette personne est encore vivante ou pas, c'est la question de savoir si c'est encore une personne et cette personne, dans le moment où elle avait le moyen de le dire, si elle a exprimé sa position sur ce qu'elle veut ou pas pour sa vie, elle doit pouvoir l'exprimer. Et mon avis, c'est qu'on doit pouvoir le faire. C'est-à-dire, je suis pour, effectivement, le droit à l'euthanasie et de dire une personne peut s'arrêter. Je pense que même que je serais prêt à aller même plus loin. Je pense que sur le droit d'une personne à quitter la vie, je pense que ça fait partie des droits, effectivement, d'une personne. Parce que... mais tout ça ne peut se faire qu'en étant... Enfin... Il y a besoin d'une loi, il y a besoin d'encadrer tout cela parce qu'il ne faut pas que ce soit une personne qui soit complètement isolée et tout ça, qui prenne une décision comme ça. Et donc, il faut qu'il y ait un cercle familial qui porte ça aussi pour que ça ait du sens. Alors, toute la question de tout ça, c'est David, nous sommes des personnes... Alors, il nous reste un peu de temps. Oui. Je dis juste, nous sommes des personnes qui sont animées de vie et toute la question de savoir, c'est quel est le sens que nous donnons à notre existence. Alors, par rapport à ce que dit David, il nous reste 4 minutes, deux choses qui sont ô combien compliquées. Sur le rapport à la vie, moi, je suis toujours quelque chose qui m'a marqué dans ma réflexion. Je n'ai pas demandé à naître. Donc, la réalité de ma vie ne m'appartient pas, d'une certaine manière. Et pour moi, ça va assez loin par rapport aussi à l'aspect de ma foi. Est-ce que je suis effectivement maître de ma vie ou pas maître de ma vie ? Mon rapport à Dieu, là, existe aussi. Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas demandé à vivre et que je me suis approprié cette vie. Et cette défense de la liberté de ce que je suis, ça me paraît fondamental. Et ça m'amène au deuxième point qu'évoque David, c'est la question de la personne. Et il me semble que dans cette affaire, Vincent Lambert, c'est ce qui, moi, me gêne énormément, c'est qu'il y a une idéologie qui a dépassé la personne. Comme souvent. La loi dépasse la personne. Et quand la loi dépasse la personne, quand l'idéologie dépasse la personne, je pense qu'on est dans des erreurs profondes. Et la réalité des parents de Vincent Lambert, c'est de dire c'est le socle, c'est l'idéologie. Coûte que coûte, quel que soit, il faut que la vie soit préservée, quelle que soit la situation. Je dis, quelle attention ils ont de leur propre fils, de la volonté de ce fils. Et pour moi, ça s'est traduit dans quelque chose, et je m'arrêterai là, que j'ai trouvé véritablement scandaleux, révoltant. C'est cette attitude dont je parlais au tout début, des avocats et de la famille qui se croyaient dans un match de foot. La remontada. On a gagné, etc. Mais on a gagné quoi ? On a gagné la force d'une idéologie portée par des associations comme Civitas, comme Présent, comme la Fraternité Saint-Pédis. Moi, je suis désolé. Ça, ils ont le droit de le vivre, mais à un moment donné, moi, ça me met en colère. On vient de le voir. On vient de le voir. On est vraiment proche de la fin. Alors moi, ce qui me fait un petit peu peur, au-delà du cas de Vincent Lambert, et je partage, j'ai pas du tout été rassuré par rapport à ces réactions, c'est jusqu'où l'être humain va aller en estimant que la forme de vie est acceptable. Parce que déjà aujourd'hui, si vous voulez pas avorter d'un enfant qui est porteur d'un handicap, il faut signer des tonnes de décharges. Donc moi, il y a quand même une inflexion, quand même, une marche du monde qui m'inquiète sur, à un moment donné, à partir de quand la forme de vie est jugée par la société comme étant acceptable, quoi. Peut-être que tu as raison de t'inquiéter. Je ne sais pas. Moi, je pense pour l'avortement, c'est déjà le cas. En tout cas, ce que je pense, c'est que ce cas emblématique et douloureux oblige à réfléchir, va peut-être provoquer une nouvelle loi qui sera pas forcément à la satisfaction des personnes là qui dansaient à la sortie du tribunal, parce que le fait de réfléchir à ça, ça ne veut pas dire qu'on va interdire la fin de vie, ça veut dire qu'on va préciser les conditions. Et comme effectivement, en Belgique. Peut-être qu'une personne, exactement, je pense que ça va amener vers le droit à l'euthanasie en fait. Et ce qui devait arriver est arrivé. On était dans un cas limite. Le droit existe, on l'a vu avec tous les revirements. Et bien à un moment donné, ça va se préciser. Moi, je pense qu'on va dans la précision. Je suis pas très inquiet. Je suis pas très inquiet, mais on ne sait jamais. Ok. Bon, le mot de la fin. La réalité, juste en écho à ce que disait Marc par rapport au fait qu'il n'avait pas demandé à venir à la vie, mais qu'il se l'était accaparé. On peut, dans certaines mesures aussi, se poser la question. J'ouvre la boîte de Pandore, là, exprès. C'est la fin, je le sais. Est-ce que j'ai le droit de mettre un terme, moi, à ma vie ?
tu parles de l'euthanasie, on pourrait parler du suicide. Bernard est dans des ouvertures qui nous ouvrent à poursuivre le débat et le dialogue. Moi, je me dis, à travers toute l'idéologie portée aujourd'hui par les transhumanistes, c'est aussi ce rapport-là. C'est-à-dire de dire, la mort ne doit pas exister demain. La vie coûte que coûte, quelle que soit la qualité de vie, même si notre vie doit, entre guillemets, être numérisée ou informatisée. Pour moi, cette perspective-là est un véritable drame. Bien sûr, derrière, c'est une négation de Dieu. C'est-à-dire que derrière, la mort serait un scandale. Ben non, la mort, ce n'est pas un scandale. La mort, c'est la réalité de notre vie. En tout cas, depuis la chute. Et je voulais juste dire que dans l'expérience récente que j'ai connue, je pense que le corps médical s'est très très bien comporté et a fait l'accompagnement qu'il fallait sur ces questions d'arrêt d'alimentation et tout ça. Donc aujourd'hui, on peut saluer quand même le difficile métier de ces médecins qui accompagnent. Ok, bah écoutez, j'espère que notre audience du coup va s'inspirer de la teneur de nos échanges sur le fond, sur la forme. Comme quoi on peut débattre d'un sujet aussi sensible que celui-ci et pour autant se quitter en bons termes. Voilà. En tout cas, des sujets des futures émissions, à mon avis, sur la table, clairement. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.